Curieux et passionnés, bonsoir. Bienvenue sur Radio Ciné, l'émission qui parle de l'actualité du cinéma. Démons tapis dans l'ombre et retour d'un couple d'enquêteurs mythiques. Mes amis, sortez vos crucifix et faites vos prières car le film dont nous allons parler aujourd'hui n'est autre que Conjuring, l'heure du jugement. Jingle. Mes amis, face aux forces obscures qui s'apprêtent à envahir nos ondes ici à Radio Ciné, je suis forcé de faire appel à mes plus fidèles exorcistes, les chroniqueurs de Radio Ciné, désormais habitués de l'émission. Nous avons ici Tom et Thomas. Bienvenue les gars. Merci Gabriel, ça fait très plaisir d'être là pour un nouvel épisode. C'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir. Alors Thomas, tu as vu le film Conjuring très récemment, il y a un jour. Tu es un peu novice de la saga. Totalement. La dernière séance hier au MK2 Bibliothèque. Donc franchement, c'était bien. C'était vraiment bien. Et la saga, je ne la connaissais pas il y a une semaine et demie. Pour vous dire que c'est très 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 récent chez moi. Et Tom, tu le connaissais depuis un peu plus longtemps. J'ai vu les deux premiers au cinéma à leur sortie et le 3 aussi, je l'avais vu, mais je l'avais complètement oublié. Et le 4, je l'ai vu la semaine dernière. Donc je suis la saga depuis ses débuts. C'est génial. Avant toute chose, à ceux qui nous écoutent, n'oubliez pas de vous abonner sur... nous sommes sur tous les réseaux, sur Insta, sur Facebook, sur TikTok. Également, bien sûr, en podcast, sur vos podcasts préférés, que ce soit sur Deezer, sur Spotify, Apple Music, etc. Et nous lisons tous vos commentaires. Ici, je pense qu'on peut le dire, on lit tous vos commentaires, c'est un plaisir. On les lit tous. On les lit tous, même s'ils sont en fait, si vous n'êtes pas d'accord, justement, c'est encore mieux, parce que nous, on adore débattre, c'est la passion. Donc, ça nous fait toujours plaisir. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner. Donc, souvenez-vous, le dernier épisode de Radio Ciné, il portait sur 28 ans plus tard, encore un film d'horreur, réalisé par Danny Boyle. C'était donc le 3e film de la saga, célèbre saga de zombies. Et aujourd'hui, encore une fois, nous allons faire un retour avec une autre célèbre saga de films d'horreur. Et cette saga, c'est la saga Conjuring, avec 10 films en tout cas dans l'univers cinématique pour l'instant, et 4 films Conjuring, on va en parler précisément. Et ce dernier, donc, intitulé Conjuring, l'heure du jugement, qui est sorti le 10 septembre 2025. Quand on enregistre l'émission, ça fait un peu plus d'une semaine. En France, il a été réalisé par Michael Chavez. Alors, je vais faire une rapide présentation pour ceux qui nous écoutent et nous regardent, pour simplement découvrir un peu cet univers, pour en savoir un peu plus. Et ensuite, on va aller tout de suite dans le vif du sujet. J'ai hâte. On a tous très hâte. Et puis, je pense qu'on a beaucoup de choses à dire, parce qu'on se retenait pendant un petit moment de donner nos avis pour garder tout pour l'émission. Donc, ça fait très plaisir. Donc, c'est réalisé par Michael Chavez, qui a réalisé deux films Conjuring, les deux derniers, en réalité. Le premier et le second ont été réalisés par James Wan, qui est un peu le créateur de la saga. On va revenir à ce sujet. Mais Michael Chavez, en fait, dans l'univers Conjuring, donc des 10 films, en a réalisé 4 en tout. Donc il n'est pas inconnu au bataillon, ce réalisateur. En acteur, on a toujours Patrick Wilson et Vera Farmiga, donc qui sont les acteurs principaux, puis qui interprètent en fait le couple Warren, qui sont les héros simplement de la saga. Il a été tourné, je vais être très rapide, en Angleterre l'année dernière et a été produit encore une fois par la Warner, entre autres. Résumons rapidement le film, simplement, c'est important. Ici, si vous voyez sur peut-être le plan large, vous avez quelques affiches, quelques images du film. N'hésitez pas à regarder au cours de l'émission. On prend un malin plaisir à chaque fois à faire ça avec des petits fils colorés pour vous inspirer. Donc l'histoire raconte plusieurs années après les dernières affaires. On est à la fin des années 80. C'est donc l'histoire d'Ed et Lorraine Warren, nos héros, qui sont de retour pour affronter une ultime fois, parce que c'est leur dernière affaire. En tout cas, c'est inspiré d'une histoire vraie, donc d'après l'histoire vraie, pour affronter le démon le plus redoutable, d'après ce qui est vendu par le film, qu'ils aient jamais croisé. Cette fois, c'est l'horreur qui dépasse le cercle intime des possessions, puisque, on va en parler, je pense, longuement, dans ce film, il y a un grand axe scénaristique qui est accordé à la famille Warren, la famille des Warren, avec la fille qui devient un des personnages principaux. Et donc, on est dans un côté un peu plus intime que les autres films. On va
rentrer en détail à ce niveau-là. On peut lancer, je pense, à la régie dès maintenant, le teaser du film. Le diable est arrivé en Pennsylvanie. Jack et Janet Smurl prétendent qu'une présence diabolique s'est introduite dans leur maison. 8 personnes vivent dans cette maison. 8 personnes ont assisté à tout ça. 8 personnes ne peuvent pas toutes être cinglées. De retour sur le plateau, entre visions cauchemardesques, preuves surnaturelles et menaces démoniaques, Conjuring, l'heure du jugement, propose de conclure une saga culte, désormais culte, en posant la question ultime, jusqu'où peut-on croire et jusqu'où peut-on douter. Donc vous avez découvert, Tom, le film récemment, puisque c'était la semaine dernière. À chaud, est-ce que maintenant que vous connaissez la saga, en tout cas les 3 films précédents, quelle a été votre première impression sur ce film ? On rentre dans le détail ou simplement un avis rapide ? Pas dans le détail, avis très rapide. Ouais. Je dirais agréablement surpris par rapport à ce que j'ai pu entendre, mais il y a des points noirs. Ok. Agréablement surpris quand même, globalement. Agréablement surpris aussi parce que le 3 m'avait beaucoup plus déçu, j'avais un peu peur avec ce réalisateur. Oui. Mais je trouve que c'est un film, personnellement, il a été agréable à regarder. Ok, oui, vous avez passé une bonne séance. C'est intéressant parce que, justement, pour déjà avoir un point de vue global pour ceux qui nous écoutent, sachez que les critiques, qu'elles soient professionnelles ou même du public, sont relativement mitigées, voire négatives pour beaucoup. On a, au niveau box-office, par contre, un record, puisque dès le premier week-end d'exploitation, il y a eu des records en termes d'audience. Le film est totalement rentable, donc ça c'est réussi de la part de la Warner. Par contre, effectivement, au niveau critique, au niveau réception du public, c'est très mitigé. Petit aparté, puisque en préparant l'émission, il y a quelques personnes qui nous ont écrit sur le compte de Radio Ciné simplement étant plus ou moins contents qu'on parle de ce film. Et on a eu des retours très très différents. Il y a des personnes qui nous ont dit c'est clairement mon film préféré de la saga, j'ai adoré. Mais j'ai eu aussi quelle bouse, enfin, pour être très poli, j'ai eu oh là là, parler de ce film. Donc on a eu vraiment des opposés radicaux. Je trouve ça intéressant qu'on en parle parce que ici vous êtes plutôt positif sur votre impression. Moi je suis assez mitigé, je pense, on va se placer au milieu, mais c'est vrai que ce film divise et je trouve ça très bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, que finalement il y a des gens qui a détesté pour le côté un peu intimiste, sans rentrer déjà dans le détail, mais... Ouais. Après, j'avoue, j'ai pas trop regardé les avis des gens, mais c'est vrai que sur Sens Critique, par exemple, j'ai vu qu'il était très très mal noté, oui. Au même niveau que certains autres films de Michael Chavez. Oui, exactement, Michael Chavez, le réalisateur. Et pourtant, j'ai été surpris quand même que le film n'a pas été autant apprécié, alors que je trouve qu'il fait bien son taf quand même. Oui, il se tient en fait pour toi. En tout cas, l'impression que tu as passé un bon moment. Malgré la longueur du film. Et j'ai trouvé pas le film déconnant, même scénaristiquement, ou même au niveau de la mise en scène, il y avait des choses intéressantes. C'est pas un chef-d'œuvre, mais je sais pas si on en demande plus à ce genre de film. Je trouve qu'il faisait ce qu'il fallait faire pour un film qui se vend comme ça, sur un blockbuster un peu d'épouvante horreur. Je suis curieux de voir qu'est-ce qui n'a pas plu aux gens et qu'est-ce qui a plu aux gens, parce que ça se trouve c'est pas du tout pour les mêmes raisons que nous on a apprécié, que les gens n'ont pas très. Effectivement, les amis, rentrons tout de suite dans le vif du sujet, peut-être des points qui questionnent sur ce film. Je vous rappelle rapidement que c'est le film le plus long, non pas des 4 Conjuring, mais de toute la saga. Toute la saga, on est un peu plus de 2 heures. Ah ouais, absolument. Le 2 dure 2h15 aussi. Non, oui, mais celui-là, il dure 2h20 20 et quelques. Il est plus long. 2h15. J'ai vérifié plusieurs fois mes informations. C'est le film le plus long. Regardez chez vous. Moi, je suis écoutez, si en commentaire il y a une erreur de ma part, n'hésitez pas. Mais... On va prendre à 5 minutes près. En tout cas, c'est le film le plus long de la saga. Même si le 2, effectivement, est long, c'est le plus long. Et au-delà de ça, parce que bien sûr, il peut y avoir des films très longs, on est d'accord. Il peut y avoir des films très longs, mais qui passent très rapidement parce qu'ils sont juste très bien rythmés. La question n'est pas seulement de s'arrêter à la longueur, mais c'est aussi le développement scénaristique. Une des premières choses qui est ressortie, c'est 2 histoires en une seule. Pour être très bref, on a l'histoire des Warren, une histoire assez intimiste, une histoire dans laquelle, en fait, on prend beaucoup de place à la fille des Warren, Judy, qui
En fait, on suit l'héroïne tout simplement depuis sa naissance jusqu'à la fin du film, jusqu'à la fin des années 80. Et on accorde beaucoup de place à cet élément-là et moins au côté, justement, film d'enquête. Quand on parle de film d'enquête, ça va être, vous savez, c'est pas une enquête policière, mais presque, puisque dans les deux premiers, on essaie et même le troisième, on essaie de trouver quel est le démon. Les Warren vont faire un travail d'enquêteur, concrètement, et ils vont essayer de le chasser à la fin, bien sûr, presque comme des policiers, si ce n'est qu'il y a l'aspect surnaturel qui va avec. Là, on a moins ça. On a moins ça parce qu'on a deux films en un, et je vous rappelle qu'il faut attendre 1h30 de film avant d'arriver dans la maison hantée, la maison hantée entre guillemets, celle de la famille vedette du film, pour tout simplement chasser le démon, l'exorciser. C'est un film en 2 parties, et ça n'a pas forcément plu. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, si ça vous a gêné. Bah, franchement, moi je vois pas le film en 2 parties, pour être honnête, parce que j'ai l'impression que c'est un... Ok, il y a moins l'aspect enquête, mais en fait tout est lié à la famille. C'est ce qui est mis à l'intro. C'est un traumatisme qui est resté avec eux depuis tout ce temps. Et là, c'est plus une enquête, parce que les enquêtes, c'est toujours par rapport aux autres. Ils ont toujours été dans une démarche d'altruisme, mais ils ne sont jamais occupés d'eux-mêmes. En gros, ils lavent le linge de tout le monde sauf le leur. Et en gros, le linge qu'ils n'ont pas lavé, c'est celui qui est là depuis le début. Et en fait, c'est ça. En gros, ils ont laissé à plus tard. Ils ont fui, ce qu'ils ont dit. On a fui. Oui. Et en fait, là, c'est l'histoire de pour une fois, vous allez devoir faire votre propre enquête sur vous-même. Et c'est normal que du coup, ça prend pas une dimension d'enquête sur quelque chose d'extérieur, mais plutôt sur quelque chose de plus intérieur. Et c'est pour ça que c'est plus avec la famille, c'est moins l'aspect policier, on va dire. Policier, enquête, avec un scénario plus basique, peut-être pour les premiers. En tout cas, le 1 et le 2. Oui, je suis d'accord. Moi, je trouve que le film n'est pas non plus ciselé, et je trouve que, en fait, par rapport le 4, c'est peut-être celui qui se rapproche le plus du 2 et du 1. Je dis plus du 2, mais parce que là aussi, mais en fait, déjà dans les 2 premiers, il y avait ce truc où pendant 1 heure de film, il y avait beaucoup des événements qui se passaient dans la maison de la famille. Et en fait, les Warren arrivaient toujours très tardivement, quand même, dans les... Ils arrivent tardivement, c'est vrai. Moins tardivement. Un peu moins tardivement, mais ils arrivaient toujours tardivement. Et le 3, c'est complètement un autre registre, je trouve. Donc voilà, il n'y a même pas de question d'enquête dans une maison. C'est une enquête plus un peu à la Polar, je trouve. Je suis d'accord, mais c'est celui que j'ai le moins aimé de loin, le 3e. Pareil, et du coup, je trouve que dans le dernier, c'est un peu la même... en fait, ça emprunte les mêmes codes que les 2 premiers, je trouve. Mais effectivement, comme Thomas a dit, là, vu que c'est plus centré sur une problématique des Warren, en fait, on n'a pas besoin en fait d'aller, ils n'ont pas besoin d'aller tout de suite dans la maison, puisque en fait, ça les touche directement aussi chez eux. C'est juste en fait le lien qu'ils ont avec ce miroir chez la famille. Un lien peut-être quand certaines personnes ont trouvé un peu tiré par les cheveux, parce qu'on veut faire grand, on veut que tout soit lié dans l'univers, donc on met des connexions entre tous les éléments. C'est très marrant que tu dis ça, parce que quand j'ai vu le film, j'ai pensé à Mission Impossible. Ce qui n'est pas forcément un bon signe. Oui, mais justement, c'est que là, peut-être qu'on en parlera, mais en gros, ces points utilisés pour faire office de fermeture de saga, je les ai trouvés qu'ils avaient vraiment pour le coup beaucoup plus de sens, et que c'était limpide et logique, et que je trouvais que tout faisait sens. Je vois, c'est finalement, voilà, en tout cas scénaristiquement pour toi ça se tient plus, il y a plus de cohérence. Ouais. Très bien, très bien. Parce que justement, c'est ce que nous dit Eric Goldman dans IGN. Il trouve ça intéressant qu'il y ait une place qui est accordée aux Warren avec l'histoire familiale, on le rappelle, la malédiction donc sur Jodie, qui est la fille, et l'histoire d'amour avec Tony. Alors peut-être ça, on va voir, on va en parler après. Mais il y a effectivement cette histoire qui est développée et le mariage qui va arriver. On va essayer de pas trop spoiler, mais effectivement, il y a tout ce background avec les Warren qui est mis en avant. Et à côté, l'histoire des Smurls, elle est en montage alterné, si on peut dire. Donc les Smurls, c'est la famille. Vous savez, à chaque conjuring, pour ceux qui ne connaissent pas trop, à chaque conjuring, en fait, on accorde une place importante à une famille, qui est en fait la famille dans laquelle la maison, en général c'est une maison, est hantée. Et là, c'est les Smurls, donc on est dans les années 80, dernière enquête des Warren. On a Mae Labiki dans Screen Rant qui nous dit « Il est rare qu'un dernier film d'une franchise d'horreur offre à la fois un développement des personnages, une histoire effrayante et une fin satisfaisante pour les personnages. » Je trouve que ce commentaire va dans votre sens. C'est-à-dire que pour vous, il y a une fin qui est satisfaisante, même si on n'a pas trop parlé, mais qui arrive à concilier les deux. Le côté intimiste familial et le côté enquête. Totalement. Franchement, je suis d'accord avec ce monsieur. Moi, je suis aussi d'accord. Je trouve que c'est un film qui, comme j'ai dit, j'en ai parlé avec Thomas hier, je trouve que c'est un film qui clôture bien
cette saga. C'est que en gros, je trouve qu'il s'incarne bien dans les trois. Il emprunte beaucoup de. Je trouve que le film s'inspire beaucoup du 2. Je pense que le réalisateur s'est un peu calqué sur James Wan, un peu sur le dernier. Mais je trouve que du coup, on a quelque chose qui est similaire, mais qui est quand même différent. C'est-à-dire que les trois, je trouve que ils se répètent pas vraiment. Bien sûr, dans l'idée, il y a toujours les grandes lignes qui sont là, mais tu vois, par exemple, le 1, il était beaucoup plus sur un aspect purement enquête des Warren, purement un peu même, je trouve, il avait même un peu un style c'est vraiment des gros mots, mais un peu un style documentaire où en fait on a beaucoup de plans checkés à l'épaule, etc., où on les suit dans la maison, et c'est beaucoup lié juste à l'enquête. Je veux dire, la profondeur des personnages n'est pas aussi poussée, et dans les autres, à partir du 2, où notamment Thomas en avait parlé, il y a une dimension un peu plus poussée, on va dire, où il y a même une dimension sociale que Thomas avait remarqué dedans. Voilà, et dans le 3, pareil, c'est complètement différent je trouve. Le 3, c'est très différent. C'est celui qui se démarque le plus des autres. Déjà, pour rappeler très rapidement, c'est parce qu'en fait, dans le 3, on a une possession, mais qui n'est pas créée par un démon, qui est en fait une sorcière. C'est comme ça qu'on dit, une sorte de sorcière qui va simplement créer un maléfice sur certaines personnes. Voilà, donc on n'est plus avec l'histoire de démons finalement, ou en tout cas d'une manière détournée. C'est ça, c'est que en gros le 3, en fait le 3 c'est celui que j'aime le moins, mais c'est aussi celui qui est peut-être que j'ai trouvé aussi beaucoup intéressant dans les thématiques, parce que en réalité c'est un des seuls où je trouve l'antagoniste est le plus terrifiant, parce qu'en réalité les Warren ne peuvent rien, en fait aucun personnage ne peut rien faire contre eux, parce que vu que la malédiction, tant que la malédiction est activée, ils peuvent pas exorciser une personne, parce que un côté irréversible. Voilà. Et du coup il y a un côté un peu polar, plus enquête à l'américaine, un peu. Moi ça me donnait vous savez, ce truc de film de tueur en série. Oui, absolument, voilà. Je suis d'accord. Même si j'ai moins aimé aussi, mais c'est le premier où en gros il y a un antagoniste humain qui est là. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant, mais moi ce qui me ce que j'avais pas du tout aimé dans le 3, c'est en fait la mise en scène du réal. Réal, Michael Chavez, qui est le même. Qui est le même, mais putain, mais la réal, mais elle est. Enfin, il n'y a rien, quoi. Bon, Tom n'a pas apprécié. Alors, simplement, on va revenir. Non, mais je dis ça parce que, en fait, genre le 4, non, mais moi j'étais hyper étonné parce que dans le 4. Le 4, pour toi, ça remonte le niveau. Mais oui, il y a beaucoup plus de mise en scène dans le 4. Non, je suis d'accord sur ça. Franchement, mais je parle même. Enfin, je peux faire une petite aparté, mais rien que dans le 4, il y a toute une thématique sur le miroir. Qui est assez intéressante. Voilà, et toutes les scènes. Qui est l'antagoniste, le miroir. Voilà, qui est en gros, c'est l'objet qui est en gros est relié au démon, et en gros c'est un miroir, et en fait toutes les scènes on va dire d'épouvante un peu qui est censé faire peur, en gros il les lie toujours à des reflets et des miroirs, et c'est con, mais c'est déjà un peu de la mise en scène, quoi. C'est pas comme dans le 3 où vraiment il y avait que dalle, c'était genre juste des cuts et des jumpscares, quoi. Et là je trouve que c'est un peu plus intéressant, où on sent qu'il se rapproche un peu plus du James Wan, même si c'est pas le même niveau, parce que pour moi le 2 c'est le summum de la saga. Et j'en avais discuté avec Thomas. Thomas, tu préférais le 2 et moi, c'était plus le premier. Mais j'aimerais simplement revenir du coup sur le 4e. C'était important qu'on fasse quand même un aparté pour vous tous qui nous écoutez ou nous regardez sur les autres Conjuring. Là, dans celui-là, on a un côté plus intimiste. On va parler rapidement, par exemple, de Judy, donc la fille. Alors, à titre personnel, j'ai adoré. J'ai trouvé que c'est ce qui m'a le plus accroché au film, puisqu'en fait, on suit avec une scène d'introduction qui est centré uniquement sur la naissance de Judy, donc on voit les origines plus ou moins, jusqu'à en fait on s'attache vraiment au personnage, je trouve. J'ai même versé ma petite larme, voilà, mais c'est, pour être honnête, j'ai vraiment adoré ce côté-là, et c'est un côté qui a été reproché. On nous a dit, oui, les acteurs qui interprètent Ed et Lorraine Warren sont toujours très bien, mais la fille, on est moins attaché. Je suis étonné parce que moi, c'était pour moi un point très positif. C'est vraiment un point très positif, j'aimais bien. Mais voilà, c'est vrai qu'on reproche ce côté intimiste. Alors la question que je vais vous poser, c'est celle-là. On reproche un côté intimiste en disant on aurait pu raccourcir un film qui, selon certaines personnes, traîne en longueur, dure plus de 2 heures. Mais alors, si on raccourcit, qu'est-ce qu'on enlève ? En fait, on va enlever justement toute cette histoire familiale. J'ai regardé le film 2 fois pour préparer l'émission. Sur les 2 fois, je me suis concentré vraiment sur quelle scène on pourrait enlever, comment on pourrait le raccourcir. Sauf qu'en fait, si on enlève des scènes, très concrètement, on va perdre tout le côté intimiste, justement, on va perdre le côté attachement à la famille. Il y a des gens qui ont
détestaient ça, qui voulaient pas le voir. Mais moi, en fait, alors que pourtant je suis pas spécialement fan de la saga, c'est pas du tout une de mes sagas de films préférés, mais ça m'a plu. Ce côté-là, développé, c'est ce qui m'a permis d'apprécier encore plus la saga Conjuring. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, ceux qui nous écoutaient, mais est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'on aurait pu le raccourcir ou non? Pour moi, ce serait malheureux parce que j'ai l'impression que c'est toujours ça, c'est les gens qui n'aiment pas les suites qui se développent en fond. J'ai l'impression que c'est des personnes qui sont attachées genre, au premier film, par exemple. Et ils se sont dit, ils ont adoré le premier film parce qu'il y a cette simplicité, il y a on va dire, ça va moins en profondeur, mais par contre, on a vraiment, en termes de mise en scène, on est vraiment dans de l'horreur pure. Et je me dis, ces gens-là, ils sont juste en mode, ils veulent le revoir le 1, mais en boucle. En mode le 1, mais vas-y, différent. Et là, non, en fait, c'est que c'est une saga. En fait, il faut que ça avance. Les personnages, il faut qu'ils se développent. C'est logique et il faut clôturer au bout d'un moment. Et là, c'est ce qu'ils ont fait. Donc, je pars du principe que c'était nécessaire. Et il fallait pas couper. C'est juste que, voilà, ils pourront dire, j'ai vu toute la saga et j'ai préféré le 1, par exemple. Tout simplement. Je vois. Pour ma part, moi aussi, je suis pas un fan de la saga. Je veux dire, je trouve que c'est des bons films d'horreur pour ce qu'ils disent, mais c'est pas des chefs-d'œuvre du cinéma d'horreur. Voilà. Mais je trouve que honnêtement, c'est une saga qui se tient du 1. Même si le 3 est moins bon, mais il se tient du 1 au 4. Et je trouve que ce qui fait la force aussi de ces films, c'est le couple Warren. Le couple d'acteurs, en fait, les acteurs qui les deux acteurs, ils ont une vraie alchimie. On croit vraiment à leur couple. Je trouve ça dingue. Le casting a vraiment été ouf. Et du coup, c'est ce qui aussi fait la force des films. Et le côté qu'ils aient, du coup, dans le 4, développé le côté avec Judith, j'ai trouvé ça hyper bien. Et c'est ce qui peut. Je ne voyais pas d'autre solution pour clôturer cette saga. Parce qu'en plus, Judith, c'est pas déconnant. Parce qu'elle est là depuis le premier. On sait qu'elle est là. Vrai. Il y a des scènes dans tous les Conjuring avec elle. Non, peut-être pas dans le 3, mais en tout cas dans le 2, il y en a une notamment où elle voit la nonne et Annabelle. Voilà, et déjà ça met une amorce pour le 4 où on sait qu'elle a déjà elle a les mêmes dons que sa mère. C'est vrai que quand on voit toute la saga, je suis d'accord. C'est cohérent. Voilà. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que oui, en fait, dans le 4, quand on y réfléchit, qu'est-ce que cette gamine a vécu, qu'est-ce que ça fait d'avoir grandi avec un père et une mère comme ça? Et en fait, on remarque que oui, elle a été très perturbée, par exemple, par Annabelle. Elle a très peur de cette poupée depuis toute petite. Et du coup, je trouve que même pour les Warren, pour le couple, c'est une des raisons aussi de pourquoi. Il n'y a pas que ça, il y a aussi les problèmes de cœur de Ed. Et du coup, c'est intéressant parce que c'est amorcé dans le 3. C'est amorcé, exactement. Voilà. C'est qu'en fait, il n'y avait pas d'autre raison que c'était leur dernière enquête parce que ça concerne directement leur fille et c'est ce qu'ils aiment le plus au monde. Ils veulent, comme dit Ed, il est très protecteur par rapport à elle. Il dit et le fait aussi que là on fait un peu des spoils, mais le début commence vraiment avec elle qui a failli mourir à la naissance. À la naissance, oui. En fait, je trouve c'est hyper logique et en fait ça franchement, comme tu dis, moi ça m'a touché. Alors que honnêtement, Judith dans les autres, on la voit vraiment pas. Et en fait, dans ce film, même l'actrice principale, je trouve qu'elle est bien castée. Elle a aussi une alchimie avec ses deux parents. Je trouve que ça marche. C'est ça. Heureusement qu'on a développé ce côté-là. C'est pour moi le meilleur, clairement, de la saga. Simplement, on a parlé beaucoup de cette histoire avec Judith du début. Maintenant, pour un peu clôturer ce chapitre-là, il faut aller plutôt vers la dernière partie du film. Il y a une question que j'ai envie de vous poser, c'est que la dernière partie, j'ai préféré à la première encore. Je trouvais qu'il y avait un côté un peu épique, ça ne plaît pas à tout le monde, un peu épique dans l'exagération. C'est le dernier film, on a voulu avoir le plus grand démon, le plus extraordinaire. J'ai adoré la dernière partie, mais j'aimais des réserves. Les amis, j'aimais des réserves sur un point en particulier. C'est, ok, il y a ce côté-là épique, je trouve que c'est bien mis en scène encore, ça se tient, mais par contre, il y a un démon miroir. Un démon miroir, et j'avais l'impression un peu, vous me direz, j'ai pas retrouvé ça beaucoup dans les commentaires, donc c'est pour ça que je suis curieux d'avoir votre avis. Ça faisait un peu super-héros, mais un super-héros un peu étrange, c'est-à-dire que, bon, si on est très sensible aux films d'horreur, bon, ça va vous faire flipper, c'est stylé, mais si on a l'habitude et qu'on prend du recul, je trouvais qu'il y a un côté un peu ridicule, avec combattre un miroir, on avait envie de voir un vrai démon, enfin je sais pas, quand on voit la nonne, quand on voit Annabelle, je trouve que c'est bien fait. Là, j'ai mis des réserves sur cette partie miroir, même si encore une fois, la dernière partie, j'ai bien aimé. D'accord avec moi. Attends, des fois on voit le démon, non? On le voit, mais je pense surtout à la scène de fin. Pas tout le développement avec le miroir. D'accord, que la scène de fin, le combat final soit avec un miroir. Mais ce qui fait sens, parce que c'est eux-mêmes en fait le problème. Mais c'est très symbolique, donc ça peut.
je comprends la gêne. Je suis curieux d'avoir ton avis, justement. Développe ce côté symbolique. C'est très symbolique, c'est comme on avait dit juste avant, c'est le combat contre eux-mêmes. Comme je dis, ils avaient leur propre linge. Et ben là, c'est ça. C'est que littéralement, sur la scène de fin, ils sont à 3 parce que c'est un problème qu'ils sont à 3, qu'ils doivent régler à 3. Et donc, c'est eux qui s'appuient contre leur reflet, donc le reflet d'eux-mêmes, en fait, c'est eux-mêmes les démons, en fait, dans ça. Et donc, en fait, forcément, ils sont à 3 contre 3. Et oui, je comprends, ça peut faire un peu super-héros, mais on voit un Conjuring. Genre, je veux dire, on est là pour voir du spectacle aussi. Et moi, justement, je me dis, mais c'est l'ultime. Dans le titre, c'est quoi le titre déjà en anglais? Le dernier rite. C'est le dernier, c'est l'ultime rite. Évidemment qu'on va aller dans j'allais pas dire du too much, mais on va aller dans de l'intense. On va pas faire un truc plat en mode comme d'hab, quoi. Enfin, pas comme d'hab. Mais... Thomas, j'adore ton commentaire sur le reflet d'eux-mêmes, tout ça, je trouve ça pertinent. Merci d'avoir intervenu sur ça. Tu avais même ce côté-là développé un peu avant. Tom, tu disais aussi qu'il y avait l'histoire, la mise en scène avec les reflets du miroir. Oui, c'est ça, c'est que en gros, déjà pour répondre sur le côté démon, etc., exagération, c'est que c'est vrai que moi, il y a toujours eu ce truc, c'est vraiment du goût personnel, mais j'ai toujours eu du mal avec les fins des Conjuring parce qu'il y a toujours ce truc d'explosion où genre ça crie dans tous les sens, t'as le démon qui... Mais ça fait partie de l'univers et oui, c'est pour faire du grand spectacle parce que les gens ils veulent ça. Mais c'est vrai que moi j'ai vraiment apprécié ce côté aussi où on voit en fait le démon, c'est vrai qu'on ne le voit pas. Rarement. Mais en fait, on ne le voit vraiment pas, puisque les 3 autres fantômes, les autres fantômes, c'est pas le démon en fait, c'est des fantômes d'ailleurs qui, comme dans le 2, c'est déjà développé dans les autres épisodes. C'est des fantômes qui sont utilisés par le démon pour effrayer la famille. Et en fait, moi, ce que j'ai trouvé bien, c'est que on ne voit en fait, on voit on le voit dans la scène d'intro quand Judith naît. Oui. C'est qu'une silhouette. Et du coup, je trouve qu'il y a un côté beaucoup plus... comment dire il y a un côté où le fait de ne pas montrer, c'est aussi très anxiogène. Et du coup, je rejoins Thomas sur ce côté du reflet. En fait, c'est beaucoup plus subtil. On n'a pas besoin de voir un démon maquillé. C'est vrai que c'est subtil. Voilà. Et sur ce côté des reflets, du coup, effectivement, Michael Chavez, tout le long du film, il travaille sur toutes les séquences de peur, etc. Il travaille sur le reflet. Il y a tout le temps, que ce soit sur les reflets du miroir dans la chambre, les reflets de la télé. Il y a une scène qui m'avait marqué, il y a une scène où la jeune de la famille Smurl regarde nouveau la bande que son père avait filmée à son anniversaire. Et en gros, cette scène elle est très réussie parce qu'elle arrête pas de repasser la scène en boucle et c'est très angoissant. Ça m'a rendu ouf. Et du coup, encore une fois, le fantôme apparaît dans le reflet de la télé. Enfin bref, c'est très bonne scène, je suis d'accord. Voilà, je veux dire, c'est pas la plus grande mise en scène de l'histoire du cinéma, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y en a. Comme James Wan arrivait à si bien faire, là où dans le 3 c'était absent, je sais pas si dans La Nonne ou dans La Dame Blanche qu'il a aussi réalisé, c'est le cas. Je sais pas si je regarderai ces films un jour parce qu'ils m'intéressent pas trop non plus. Mais voilà, en tout cas, je trouve qu'il a réussi à faire un peu plus de mise en scène sur ce côté-là, sur le miroir. Mais c'est très intéressant justement parce que si on prend en note les critiques, on a un retour quand même très négatif, en tout cas du public et des critiques, alors que ce côté-là, je suis assez d'accord avec vous, il est subtil, il est intéressant. Je rappelle rapidement, parce qu'on ne l'avait pas évoqué, c'est important que sur un budget de 55 millions de dollars, on a déjà en 2 semaines, plus de 300 millions de recettes. On est très bien niveau financier avec ce film, il a bien marché. Mais les critiques, sur Rotten Tomatoes, donc un site qui recense plein de critiques du monde entier, on a 56% d'avis positifs, c'est à peine la moyenne, 54% sur Metacritic, 2,7 sur Allociné. Je rappelle simplement, pour que vous ayez conscience, c'est 5,2 sur 10 pour Sens Critique. Simplement, voilà, on a des retours quand même plus ou moins mitigés. J'aimerais qu'on passe dès maintenant à des questions un peu plus globales, puisque, rappelez-vous, on est à Radio Ciné, et à Radio Ciné, on parle de l'actualité du cinéma, et je trouve ça très intéressant, puisqu'on avait déjà parlé, par exemple, avec l'émission Impossible, d'une saga de cinématique. On a fait la même chose avec 28 jours, 28 ans plus tard, 28 semaines. Là, on est encore une saga. C'est intéressant, en fait, de se poser des questions sur justement comment évoluent les sorties en salle, comment il est réceptionné par le public, même s'il s'agit là de films de genre. Donc je rappelle la saga Conjuring. Il y a effectivement 4 Conjuring, on l'a répété plusieurs fois, mais il y a 10 films en tout dans la saga. Je l'ai répété rapidement. Ça commence en 2013, créé par James Wan, du coup, cette saga, qui était le premier réalisateur, avec Conjuring, les dossiers Warren en 2013. Et ensuite, on a eu
le célèbre Annabelle. Je dis célèbre parce que c'est vrai qu'il est assez connu en général, ce film-là. Annabelle en 2014, puis Conjuring 2, le Kindfield, Annabelle 2, La Nonne, La Malédiction de la Dame Blanche, premier film réalisé par le réalisateur Michael Chavez, qui réalise ce film-là. Puis on a Annabelle, la Maison du Mal, Conjuring sous l'emprise du diable, dont on parlait, le troisième opus, La Nonne, La Malédiction de Sainte-Lucie, et Conjuring, l'heure du jugement, en 2025, cette année. Donc on a 10 films. Et la saga, en fait, suit un ordre chronologique qui commence en 1952, si vous voulez être curieux à ce niveau-là, qui commence en 1952 et qui termine en 1986. Si ça vous convient à la régie, je veux bien qu'on passe un extrait qui montre justement la saga en 30 secondes. Vous allez pouvoir voir ça explique rapidement. Et on se retrouve juste après. The Conjuring Last Rites, for me, is pretty much the end of an era. It is bittersweet, but all good things come to an end. It's been really fun to grow up, through the decades and explore all these sensational cases. It's November 1st, 1971, 1977, 1981. Going back to the first film, I remember thinking, what a gift to be able to do this. So it's 1971 Conjuring, and Conjuring 2's 1977. Conjuring 3 was 81. This is 1986, and the Smurl case. De retour sur le plateau. Donc ici, moi j'ai vu tous les films, mais c'est vrai qu'on va éviter d'aller trop dans le détail sur l'ensemble de la saga pour pas se perdre, puisqu'on parle quand même du dernier Conjuring, donc on va pas s'étendre. Vous avez vu bien sûr les 4 Conjuring. Votre avis, même si vous n'avez pas tout vu, sur l'évolution de la saga, et est-ce que en fait la tonalité du film change, et au-delà de ça, en fait, est-ce que vous pensez que c'est une bonne fin, puisque d'après la Warner, c'est le dernier film de la saga entière. Une bonne fin, mais c'est ce que je chuchotais pendant que tu passais l'extrait. Ils ont introduit des personnages jeunes, et ça sent le bon box-office. On va peut-être aller chercher la nouvelle génération Conjuring, et j'espère qu'ils le font pas, parce que je trouve que ça clôture bien. C'est pour montrer que même après des événements très difficiles, très traumatiques, on peut avoir une vie apaisée en fait par la suite. Et je trouve que on va dire les enfants, entre guillemets, les enfants, ils ont notre âge, mais on s'entend, et ils incarnent ça, ils incarnent la paix en fait, qu'ils ont réussi à amener, à créer en fait le couple incroyable. Non, en vrai, c'est un vrai truc, mais je suis grave jaloux. Genre quand je les vois, je me dis mais putain, c'est trop un couple gold à fond. Enfin, je veux dire, genre, je suis d'accord. C'est exceptionnel, ça donne envie à tout le monde. Quand je les retrouve, je me dis putain, ils ont une alchimie, c'est une dinguerie de trouver quelqu'un avec qui il y a une telle alchimie. Et je crois que ça tient aussi la saga, ça tient. Oui. Et vraiment, sincèrement, même des trucs un peu plus kitsch ou un peu plus love qui me ferait chier parfois, là vraiment je suis en mode putain, j'ai envie de les retrouver, j'ai envie qu'ils vivent leur amour là, c'est trop une dinguerie. En plus, surtout qu'ils s'aiment genre sur la durée de la saga et sur la durée de leur couple en fait, de vie. C'est ça, et qu'ils sont complémentaires, et qu'en fait aussi il y a vraiment ce truc de l'amour qui est tenu et qui en fait est la clé à souvent chacune de leurs enquêtes en fait. Et ça, je trouve ça exceptionnellement. Enfin bref. Voilà. C'est pour ça qu'on va au cinéma aussi. On aime les histoires qui sont plus vraies que nature. Mais oui, j'étais étonné. Tom, t'es d'accord avec tout ce qu'il dit? Pour l'ensemble des films, en vrai, j'en ai vu pas énormément de la saga entière, enfin de l'univers. J'ai vu les 2 Annabelle, mais la nonne, tout ça, j'ai pas vu. Mais en réalité, de ce que j'avais vu des Annabelle, ça m'avait pas touché plus que ça. Je trouve que la saga vraiment Conjuring est vraiment à part de ces films qui ont été faits à côté. Et je suis assez d'accord avec Thomas, où moi aussi j'ai cette sensation qu'avec Judith et son mari, ça amorce un peu le truc, peut-être qu'on va les suivre eux plus tard pour faire des films. Oui. Et je suis d'accord, j'espère qu'ils ne le feront pas, parce que je trouve que ils ont réussi à bien clôturer la chose. D'ailleurs, c'est très drôle, mais en fait, les 3 Conjuring je trouve la saga Conjuring est une saga très positive. C'est que tous les films se finissent toujours très très bien. Toujours très bien. On ressort toujours avec un beau moqueur en mode. On a le cœur chargé d'énergie positive. Voilà, ils ont traversé des choses difficiles, et en fait à chaque fois on se dit ils s'en ont sortis, et ça fait aussi du bien je trouve dans le cinéma d'horreur de pas avoir que des fins pessimistes. Et d'ailleurs la fin du 4, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand Judith se marie, il y a plein de personnages. Oui, ça va être dans le quiz, donc j'aimerais pas trop. Mais c'est très bien, mais c'est intéressant. Ah oui, j'en profite pour faire une annonce.
le retour du quiz, le radio quiz qui arrive, le fameux, puisqu'il y a toujours des mini-jeux à Radio Ciné, et donc le retour. Je trouve que c'est intéressant parce que Sarah Clements dans The Next Best Picture est absolument d'accord avec toi. Elle dit si Conjuring commençait par un murmure dans l'obscurité, donc le premier, Last Ride se termine par un chœur de voix qui étouffe tout le mal. Des voix d'amour, de mémoire et de foi. C'est une fin appropriée pour le parcours cinématographique des Warren et un adieu gracieux à une franchise qui nous a donné plus que nous n'aurions jamais pu espérer. Bon, à la fin, c'est juste sentimental, elle est très contente, mais oui. Voilà. Mais voilà, un cœur d'amour, vraiment, on est sur des fins positives. Je suis d'accord avec vous sur ça. Voilà. Et de toute façon, j'ai envie de dire, de toute façon, la saga des Warren est finie. Et même si, ce que je n'espère pas, ils refont des films avec leur fille, etc., de toute façon, ça ne sera pas pareil. Parce que je trouve, comme a dit Thomas, ce couple et ce casting a fonctionné. Et c'est un peu comme les Star Wars. On a nos personnages Luke, Han Solo et Leia. Et en fait, quand on les remplace, c'est plus la même magie. Et je pense que s'ils font ça, ce sera pas la même magie. Alors, je vais me contredire alors que j'ai dit ça. Je me suis dit, Contredis-toi, en fait, Thomas, c'est vas-y. possible. En fait, c'est que il faut pas le faire si on n'est vraiment pas sûr du délire. Parce que, par exemple, Creed. Moi, j'ai bien Oui. apprécié. Donc, apprécié Creed, Rocky à je Creed. précise, oui, c'est la suite de Rocky. Ouais. Ouais. Donc, les passations comme ça peut se faire. Mais il faut que ça... Enfin, c'est rare que ça passe. Enfin, Oui, mais il faut que ça soit pour des raisons vraiment motivées par les artistes et pas par... la surtout que volonté de faire du fric. dans Creed et par exemple Star Wars que je les ai cités, en fait, le problème c'est que c'est des sagas qui sont ancrées de génération en génération et c'est des années. Là, c'est comme s'ils feraient un prochain Conjuring genre dans 3 ans. Tu vois. Effectivement, puisque le premier Conjuring c'est 2013, ça fait un tout petit peu plus de 10 ans, ça fait 12 ans. Donc, c'est rien en soi par rapport même à Creed. Voilà. Effectivement, Creed c'est après les Rocky, fin 70 ça commence, donc Rocky, donc c'est pas la même chose, c'est pareil pour les Jurassic Park, on va pas tous les faire, mais voilà. Simplement, vous pensez que la Warner va continuer à explorer l'univers parce que, bon, je l'ai vu partout et ça paraît logique. En fait, le film, là, le dernier, ça va très certainement être le plus rentable de toute la saga. Okay. En tout cas, c'est l'un des films les plus rentables déjà de films d'horreur en général. Il a pété les scores. Vraiment, quand on a un succès tel, est-ce que la Warner, qui est quand même motivée, après, on peut pas leur en vouloir, mais ils sont motivés par le fait de faire des films qui marchent, est-ce que vraiment ils vont s'arrêter ? Ils vont se dire, le dernier film a été génial, peu importe les critiques. Est-ce qu'ils vont se dire, on arrête les Conjuring ? Ça paraît difficile à croire, finalement. On sait pas, mais je crois qu'ils continueront dans l'univers, c'est sûr. C'est juste qu'ils feront pas un Conjuring 5, quoi. Mais ils vont continuer avec d'autres choses, peut-être un énième Annabelle, je sais pas, il y en a combien d'années. Il y en a 2. Il y en a 3, pardon. 2. Ouais. 3 Ouais, en fait, il y en a 3. Ouais. Putain, Et peut-être un autre truc du genre, je sais pas, la poupée là. Enfin, je sais pas, non, mais peut-être qu'ils vont inventer, reprendre un personnage et l'explorer. C'est possible qu'ils se développent l'univers parce qu'ils se sont dit ça marche bien, mais je crois pas qu'ils feront un autre Conjuring, honnêtement. Je pense, de toute façon, en fait, c'est pas des questions qui m'intéressent trop parce qu'en réalité, personnellement, moi, je m'en fous un petit peu des spin-offs qui sont faits autour. Tu les regardes pas? Je les regarde pas. J'ai vu les Annabelle, c'était pas très bon, donc voilà, ça me donne pas envie de voir les autres. Et surtout, je vois pas l'intérêt. En fait, genre même les gens qui, en fait, je pense que c'est fait pour les gens juste qui aiment faire du train fantôme. Oui, je comprends les autres épisodes. Parce qu'en fait, je vois pas l'intérêt de s'intéresser, par exemple, à une poupée qui s'appelle Annabelle, par exemple. En fait, moi, quand je vais voir Conjuring, c'est parce que j'ai envie de retrouver mes personnages et notamment le couple Warren. Et quand je vais voir Annabelle, du coup, il n'y a pas ce couple, c'est une autre histoire, et je m'en fous en fait de l'histoire d'un démon qui a été présenté dans une introduction. C'est quand même Annabelle. Oui, qui a été présenté dans une introduction de 15 minutes du Conjuring 1. Franchement, je m'en fous. Mais il y avait un truc à faire quand même avec. Je veux dire, comme. Ils en ont fait 3 films. Mais comme c'est comme La Nonne, ils en ont fait 2. Alors, je précise, j'en ai vu un, mais quand j'étais plus jeune, et vraiment, j'ai trouvé. Vraiment, comme tu disais, train fantôme, genre il y a que des jumpscares, il n'y a pas de fond, il n'y a pas de profondeur. Et c'est des dommages, mais je me dis, tu sais, c'est justement quand tu fais des spin-offs, tu fais en sorte qu'il y ait vraiment un intérêt. Mais juste, quand tu fais des spin-offs de manière générale, c'est sur des personnages principaux de saga. Par exemple, dans Star Wars, tu fais un spin-off sur, je sais pas, Obi-Wan, Solo. Ouais, ou sur des personnages qui sont des protagonistes. Là, c'est comme si tu faisais des spin-offs sur des antagonistes qui sont même pas palpables par le public parce que c'est des démons qui sont juste là pour créer un sentiment de peur, entre guillemets, tu vois. Et genre faire un spin-off sur Annabelle, les films s'appellent littéralement Annabelle et la nonne. Tu vois, genre, au bout d'un moment, c'est-à-dire que les personnages qui sont autour, en gros, c'est juste un prétexte pour comme faire le train fantôme. Mais c'est pour les fans.
C'est comme. Mais c'est pas des fans, c'est juste des gens qui veulent voir. Il y a des fans. Moi, je suis pas pas fan. Il y a des fans, bah oui. Et les mecs, ouais, j'abuse. les mecs, ils sont comme des oufs. Ils voient Conjuring, là, ils voient la poupée, ils sont en mode putain, la poupée, elle a bougé dans la nuit et tout. Ils se disent, putain, il doit y avoir une histoire derrière. Tu vois, les gens, ils s'inventent des trucs. Je suis sûr, il y a des forums obscurs, tu sais, bah, comme dans les fans de n'importe quelle saga. Non, mais je suis d'accord, mais c'est plus le côté où je trouve que. Enfin. Les Conjuring, j'ai toujours eu envie de voir les suites et je les ai toujours vus, alors que les autres films, franchement. Après, c'est personnel parce que bien sûr, il y a bien des sûr, gens qui nous écoutent, qui aiment, donc on va leur dire. C'est personnel, c'est personnel, mais j'ai le droit de dire que c'est de la merde. T'as le droit. Simplement, là, je ressorte le débat, puisque les amis, on parle justement de possession, etc. J'aimerais quand même qu'on axe quand même sur ce point précis, parce que là, on est sur la catégorie de films, donc on est dans des films de genre, mais plus précisément de films de possession. Et bon, vous savez, il y a plein de catégories, les maisons hantées, les démons. Ici, on parle quand même d'un genre cinématographique précis, et puis je trouve ça très intéressant, justement, d'avoir une analyse rapide sur l'évolution de ce genre. À titre personnel, mes films préférés de très loin, c'est les classiques du genre des années 80, 70-80. Si on prend vraiment, par exemple, on commence par L'Exorciste, qui pour moi est le plus grand film d'horreur de tous les temps, c'est un avis personnel de William Friedkin. Mais on a les Evil Dead, on a toutes ces... D'ailleurs, petit aparté, ça va être une aparté inutile, mais t'as vu que dans le 3, il a essayé de faire le même plan que dans L'Exorciste. Dans le 3, à quel moment ? Au tout début, quand le père Gordon, c'est exactement le même plan. Voilà. Ils ont refait le même plan, mais oui. Mais palmarès du 3, faire le plan d'Exorciste. Alors je sais qu'à Radio Ciné, on a quand même un public qui est relativement jeune, même si ça dépend des plateformes, mais j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui n'ont jamais vu les Exorcistes, les Evil Dead ou ce genre de film, ou même Cario Bal du Diable, etc. Franchement, je vous dis, jetez-vous-y dedans directement si vous aimez par exemple les Conjuring, même si ça ne vous plaît pas, au moins ça vous fait découvrir comme ça les origines de ces sagas là et justement il y a une évolution, on n'est plus entre les années 80 et maintenant, plus de 40 ans plus tard, les films de possession ont grandement évolué. Maintenant, l'Exorciste, ça ne fait plus peur que comme c'était le cas dans les années 70. Parce que, l'Exorciste, le premier, c'était à la fin des années 70. Ensuite, petit aparté aussi, rapide. Si vous connaissez le premier Exorciste, vous n'avez pas vu la suite, je vous le conseille. Je suis un fan absolu du troisième Exorciste, qui est sorti, je crois, dans les années 80. Qui s'appelle littéralement L'Exorciste, la suite. Ça, c'est le 2, je crois. Non, c'est le 3. Ah, c'est le 3 ouais, il s'appelle L'Exorciste, la suite. Ouais. Après ça, pour le 2, la suite. Je sais plus comment il s'appelle le 2, bref. Regardez le 3 et le 4-5 aussi, excellent. Bref, on va pas s'étendre simplement. Est-ce que vous pensez qu'il y a la même saveur que ces films, même si on n'a pas connu cette époque, on va pas se le cacher, on n'a pas 40-50 ans, mais est-ce qu'il y a une évolution positive, vous êtes content, vous avez envie de revenir aux origines des films d'horreur ? C'est quoi votre avis sur le film de genre, comment il évolue ? Moi, je trouve ça très bien parce que je trouve qu'il y a toujours des films d'horreur, et ça, on peut pas en vouloir aux gens, c'est des films d'horreur où c'est vraiment que de la sensation, que des jumpscares tout le temps, voilà, tu es avec tes potes, voilà, t'as peur, enfin c'est cool. Mais j'ai l'impression qu'en ce moment, il y a pas mal de films d'horreur, comme par exemple, il n'est pas extrêmement récent, mais Men, par exemple, d'Alex Garland. On a déjà parlé, je crois. Ouais, mais parce que je le kiffe vraiment, ce film. En fait, il y a beaucoup de films d'horreur qui vont avoir vraiment cette empreinte sociale très forte, qui me rappelle du coup le 2, parce qu'on va parler du coup de l'Angleterre précaire et de... Oui, le Canfield, le deuxième de Conjuring 2. Le Canfield. Ouais, et qu'il y a un peu l'abandon de l'État, l'abandon, on va dire, de la société par rapport à ces personnes-là. Voilà, une situation familiale difficile. Bref, il y a des fonds sociaux qui sont très intéressants. Et dans les films d'horreur de nos jours, j'ai l'impression que c'est très exploré. On va beaucoup faire des films d'horreur à caractère sociaux. Et je tiens à dire que ça a toujours été le cas, parce que je sais que dans une autre émission, ça a été dit que c'était récent, mais ça a toujours été le cas. Non, c'est vrai que ça a toujours été le cas. Ça a toujours été le cas. Le film d'horreur a toujours été à caractère social, etc. Ça a toujours été... mais c'est moins présent. Par exemple, on peut dire que par exemple, Conjuring 1. Oui. Conjuring 1, il y a un fond social. Je sais pas, non, je pense pas. Par exemple, sur le fait qu'une famille moyenne, de la classe moyenne américaine, ne peut pas se permettre de changer de logement. Alors c'est très simple, mais c'est un fonds social. Non, mais bien sûr, et que du coup, l'État ne peut pas leur venir en aide. C'est un fonds social, sauf qu'il est moins développé. Moi, ce que je dis, c'est pas qu'il n'y en a jamais eu, c'est qu'en ce moment, j'ai l'impression qu'on met vraiment l'accent dessus. Que c'est vraiment central, plus que juste quelque chose qui va aider à l'écriture scénaristique. C'est que là, maintenant, il y a vraiment, par exemple, comme dans Vermine, en fait, c'est très présent. C'est pas l'horreur, en fait, c'est limite si l'horreur, en fait, il est secondaire, en fait, par rapport le côté drame social, en fait. Mais je pense que c'est plutôt, il y a eu un creux au début des années 2000 de tout ça, mais dans les années 70-80, il y avait, je trouve les films d'horreur ont eu ce côté social, mais je suis d'accord sur peut-être le point où c'est
c'est plus mis en lumière. Accentué. Ouais. Je suis assez d'accord avec toi, Thomas, et simplement, justement, comme tu dis, Tom, je trouve que dans les années 2000, il y a un creux, sachant que l'époque glorieuse des films d'horreur, c'est vraiment 70 à 90. Et après, c'est vrai qu'il y a eu un creux à la fin des années 90. On peut dire que, après, c'est plus des slashers, mais après Scream, on va attention, dire. Moi, parce que j'ai pas encore répondu, moi, je vais répondre. Non, mais simplement, le côté social y était avant, mais d'une manière différente. Et je pense que de manière générale, en fait, des bons films ont développé déjà les symboles et également le côté social. Et en fait, un fond, c'est-à-dire que c'est pour ça aussi qu'on adore les films de genre. En général, les personnes qui n'aiment pas les films de genre simplifient leur réflexion avec « j'aime pas faire peur ». Alors que, je ne sais pas votre avis, moi, aucun de mes films d'horreur préférés ne me font peur, ou alors j'y vais parce que je veux avoir peur. Ouais. C'est parce que j'adore le cinéma. C'est juste parce que c'est... En fait, le film d'horreur, c'est aussi une manière en fait, d'explorer une mise en scène et des thématiques très fortes, et de manière presque expérimentale pour certains, là où dans un film entre guillemets classique, qui ne serait pas un film de genre, ça va être plus difficile d'explorer ces côtés-là. Et je trouvais ça très intéressant, dernier aparté, c'est aussi, tu parlais d'une sorte de renouveau du film d'horreur, on en a déjà parlé dans l'émission, souvenez-vous, sur The Substance, Tom, tu n'étais pas là, mais avec Thomas, on parlait du renouveau du film d'horreur, et on était assez d'accord pour dire que, on évoquait Jordan Peele, par exemple, on évoquait plusieurs réalisateurs, on disait, il y a quand même du renouveau. Alors après, il ne faut pas dire tous les films qui sortent dans les années 2020, il y a toujours un renouveau, c'est le nouveau film, renouveau du film, renouveau. Mais quand même, on peut le noter qu'avec certains grands réalisateurs qu'on apprécie ici, il y a une évolution positive. Et c'est chouette parce que c'est difficile, en vrai c'est difficile d'allier le public qui veut avoir de la sensation et le public qui veut avoir un truc un peu plus intello. On va dire que nous on se trouve un peu entre les deux. C'est dur de rallier ces deux publics-là, et je trouve qu'en ce moment, dans ce renouveau, on y arrive en fait. Et je trouve ça intéressant d'être grand public comme ça. Du coup, je vais répondre à ta question parce que voilà. Non, mais pour répondre à ta question, c'est que déjà, c'était même pas une question, mais en gros à ta remarque, déjà, moi, je suis pas un grand fan de films d'exorcisme, enfin tout ce qui est lié à la possession, etc. Et du coup, je suis plus slasher. Ouais, je suis un peu plus slasher, effectivement, mais en gros, tout ce qui est lié à la possession, voilà, c'est pas non plus mon truc. Tout ce qui est film exorcisme des années 70-80, j'ai toujours apprécié. Ouais, pardon, j'ai été perturbé par il y a une présence ici. Une présence maléfique qui perturbe le plateau. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est que par exemple, les Conjuring, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils arrivent bien à allier ce côté grand public et film de possession. Là où peut-être l'exorcisme de nos jours parle moins aux générations d'aujourd'hui. Mais je fais juste un truc, une aparté sur les films de possession. Pourquoi aussi, moi, il y a un truc qui m'a toujours un peu dérangé dans ces films, c'est le côté... je trouve James Wan arrivait bien à le doser, mais c'est le côté surpuissance des démons. Et quand c'est mal dosé, ça peut faire vite un peu facilité scénaristique, dans le sens où quelque chose que j'ai pas aimé, par exemple, enfin que j'ai aimé mais que j'ai pas aimé dans le 4, c'est le père Gordon. En gros, il y a un personnage qui s'appelle le père Gordon qui apparaît dans le 3 surtout, et en gros qui va voir cette famille qui a besoin d'aide parce que les Warren ne veulent pas aller voir cette famille parce qu'ils veulent arrêter. Et en gros, il va dans la maison et il sent la présence démoniaque dans la maison, et du coup il part pour aller prévenir l'église qu'il y a une réelle présence démoniaque dans leur maison. Et en fait, spoil, il se fait tuer par le démon. C'est-à-dire qu'il se fait posséder à l'église. Il y a une scène un peu, je trouve, exagérée où la meuf de l'accueil disparaît, il se retrouve tout seul. Tout le monde disparaît dans l'église. Ouais. Et en fait, on comprend que le démon est là, et en gros, il le possède, et le père Gordon se suicide. Et scénaristiquement, je trouve que c'était utile parce que c'est une des raisons de pourquoi Judith et les Warren vont dans cette maison, c'est la mort du père Gordon. Mais je trouve que c'est une facilité scénaristique parce que le démon, pourquoi il fait pas ça avec tout le monde? Genre, il est tellement puissant. Oui, c'est cette surpuissance du démon de pouvoir faire ce qu'il veut, et en fait, ça dépend des personnages. Il y a certains personnages, non, là je dose. Et bon. Moi, je l'accepte parce que mais c'est ce truc de film de possession où des fois, si tu le gères mal, James Wan, je trouve qu'il le gérait bien.
Mais quand tu t'appelles Michael Chavez, je pense que tu peux être dans l'exagération et pas comprendre que si tu fais ça, en fait, ça nique toute ta construction scénaristique parce que du coup, tu te dis pourquoi le démon il fait pas ça avec les autres. Après, moi, je vais te répondre sur ça. Je vais défendre notre Michael. C'est que pour moi, un démon c'est joueur, un esprit c'est joueur. C'est-à-dire que ça joue sur tes faiblesses et ça va te rendre faible. Qui est-ce qu'il fallait éliminer pour attirer les Warren, dont Judy? C'était leur principal allié. L'homme d'église, le mec qu'on aime bien, qu'on a vu, et qui est en plus puissant. D'ailleurs, je suis étonné qu'il se fume comme ça. Mais je me dis, en vrai, il est quand même assez puissant. Mais en fait, comme je dis, je suis d'accord parce qu'en soi, en fait, scénaristiquement, c'était le truc à faire. C'était utile. Ce personnage, pour moi, devait mourir du coup. Mais la façon dont c'est fait, c'est un peu exagéré. Genre, vas-y, il va à l'église, la meuf, elle disparaît. Enfin, non, mais c'est bon, les gars, arrête l'exagération, mec. C'est comme le plan de fin dans l'exagération où on voit Judith face cam et qui dit, avec le petit silence de la musique, tu n'es pas là. Et genre, là. Oui, c'est vrai que c'était des simplicités scénaristiques. Non, au-delà, c'est même de la mise en scène. Je l'ai défendu parce que je crois qu'il était en mise en scène, mais des fois, vas-y, mec. Je suis assez d'accord avec vous, simplement, là, le temps passe et on va montrer, avant de faire un bilan de nos réflexions, un dernier extrait, ça vous va à la régie, un dernier extrait du Conjuring, pour que vous voyez chez vous, et ensuite on revient sur le plateau pour le bilan. Ed and Lorraine, they're both contemplating hanging it up. Unfortunately, because of their innate goodness, they actually can't walk away from it. This demon has a vendetta, and what it wants is very, very personal. Sur le plateau, alors c'est vrai que avant de se quitter, on était en plein débat puisqu'on se posait des questions scénaristiques, donc c'est vrai que ces points un peu où on est plus mitigé, on les a évoqués à la fin. Simplement, comme à notre habitude, on fait un bilan si ça vous va. En même temps, vous pouvez développer ces petits points, mais voilà un bilan de nos réflexions, c'est-à-dire effectivement, il y a des simplicités. Je vais vous lancer sur un autre sujet que tu as évoqué rapidement, le côté la mère des Warren qui, depuis que sa fille est petite, n'arrête pas de dire les démons ne sont pas là. Étrange de la part d'une, je l'avais vu dans une critique, étrange de la part de chasseurs de démons de dire il n'existe pas. Alors à la fin, effectivement, retournement de situation, sans vouloir spoiler, voilà, il se ravise et il change d'avis. Donc c'est intéressant, mais c'est juste que, bon, concrètement, est-ce logique, voilà. Je voudrais juste répondre à ça, du coup, parce que ça m'intéresse, c'est un point que j'avais bien aimé dans le film. C'est qu'en fait, ce que j'ai bien aimé avec ça, c'est que ça montre une évolution du personnage de Judith, et le côté surprotection des deux parents. Quand Lorraine lui dit ça, c'est que en fait, Judith, elle a le même don que sa mère, c'est qu'elle voit les morts et elle voit les fantômes. Et du coup, par causalité, les démons. Sauf que, comme on le sait, c'est que les présences démoniaques sont très rares dans l'univers, dans leurs histoires. Ils le disent eux-mêmes au cours des films. Ils disent en général, c'est des arnaques. C'est explicable, voilà, c'est très rare. Donc, effectivement, mais par contre, les présences de fantômes, en fait, elle a un don de médium. Et quand elle lui dit fais comme si c'était pas là, il n'existe pas, c'est pour la protéger et lui dire écoute, t'as juste à les ignorer et tu ne les verras pas. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'à la fin, en fait, c'est pas qu'elle se ravise, c'est qu'en fait, elle apprend à sa fille qu'en fait, il faut les affronter. C'est que même elle s'est trompée, elle a dit en fait, il faut affronter les choses, il faut pas les fuir. Et je trouve que c'est une belle évolution du personnage, d'un personnage qui est même avec le retour d'Annabelle. Parce que dans le Conjuring 4, il y a des petits retours de la poupée Annabelle qui fait sens parce que en fait c'est pas gratuit, parce que on sait que Judith a été traumatisée par cette poupée, et du coup au lieu de la fuir, elle l'affronte. Et du coup je trouve que c'est une belle évolution de personnage, de dire que en fait il faut affronter les choses et ne pas et pas fuir. Oui, totalement. Et voilà. Ouais, je suis assez d'accord avec cette explication justement sur une évolution de personnage. Donc simplement, si on résume quand même l'avis sur le film, ici on est plutôt content à Radio Ciné, en tout cas. On va faire une petite conclusion. Petite conclusion. Thomas, tu recommandes à ceux qui nous écoutent? Je recommande, franchement, je recommande même pour ceux qui n'ont vu aucun des films, je sais pas si c'est le cas, mais en gros, comme je l'ai binge-watché, en fait, tu vois encore plus le sens. Peut-être que s'il y a trop de délai entre les différents films, peut-être que tu vois moins le sens. Mais là, en fait, en les regardant tout d'un coup, en fait, tout rentre dans l'ordre. Franchement, c'est
J'ai pas vu énormément de sagas. Je dirais, je saurais pas citer une saga qui a mal fini, mais là, je trouve que c'est rare qu'on se dise, putain, il y a 4 films. Et en vrai, même s'il y a des hauts et des bas selon les films, ils se concluent bien, ils se commencent bien, ils concluent bien. Chaque film a son rôle à jouer. Donc franchement, à regarder. Satisfait. Et c'est comme Joker 2. Ceux qui n'aiment pas le dernier, je suis désolé, c'est comme Joker 2. Vous voulez Joker 1 version 2, mais pas le Joker 2. Mais voilà, c'est vraiment comme Joker 2. Et moi, je trouve que c'est aussi une bonne conclusion de saga. Alors voilà, ceux qui sont pointus sur le cinéma de genre, le film d'horreur, alors c'est pas le chef-d'œuvre du cinéma d'horreur, mais c'est un film blockbuster d'horreur qui fait du bien, je trouve, parce que l'histoire est bien racontée. Il y a des thématiques quand même sur les évolutions de personnages qui sont aussi très très je trouve intéressante. La mise en scène de Michael Chavez a été, il a un peu haussé le niveau. On reproche un petit peu avec Thomas les jumpscares des fois un peu faciles, mais on sait que voilà, c'est pour faire un peu de sensationnel. Moi, ça m'a pas dérangé parce que je trouve que tout le reste autour, le film ne tourne pas que autour de ça. Et voilà, et je trouve que du coup, si vous aimez vraiment la saga Conjuring, allez le voir. Et même ceux qui aiment pas, regardez les 4 parce que je trouve que c'est une saga d'horreur grand public qui vaut le coup pour une fois. Et quand on dit grand public, c'est très bien. Ça veut juste dire que tout le monde peut apprécier, même si de base on n'est pas des bandeurs de cinéma. On peut apprécier quand même Conjuring, donc c'est pour ça que je recommande. Voilà, il fait le taf. C'est grand public. Voilà, c'est pas sans étaler là-dessus. Les pires séances de cinéma que j'ai fait récemment, c'était sur les Conjuring, mais c'est vrai que ça attire beaucoup de public. Beaucoup de gens, beaucoup de jeunes qui vont le voir, donc ça c'est le cas. D'ailleurs, le nombre d'entrées, on le remarque. C'est ça. Les amis, avant de conclure, c'est le retour du quiz, le radio quiz et jingle musical pour le quiz qui va commencer maintenant. Je suis très content de ce retour-là. Voilà, si on entend le jingle, c'est super. Alors, les amis, il y a ici présent au plateau plusieurs personnes qui vont pouvoir nous aider, notamment je pense à Chloé qui est là pour simplement comptabiliser les points. On va dire que c'est plus une sorte d'arbitre pour avoir un tout équitable, comme on faisait à l'ancienne dans les premières émissions. Pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, alors il n'y avait pas d'arbitre dans les premières émissions. Il y a eu énormément de litiges en ma défaveur, je tiens à préciser. Voilà. Thomas a un avis très poussé sur la question, mais c'est vrai que mais on le fait pour le plaisir, parce que c'est bien. Même, rappelez-vous, pour tous ceux qui nous suivent en direct ou qui regardent plus tard, mais jouez chez vous. N'hésitez pas à commenter, à vous amuser, et puis ça vous fera découvrir des petites anecdotes sur le film. Donc c'est ça aussi l'avantage. Exact. Alors, on va commencer. Donc il y aura 6 questions. C'est celui-là qui répond en premier. C'est celui qui répond en premier. Vous pouvez répondre dès que je commence la question. Okay. La première question, il y a 2 réponses possibles. Vous pouvez gagner 2 points. Okay. Êtes-vous prêts ? Ouais. Alors, parmi les 10 films de l'univers cinématographique plutôt, Conjuring. Conjuring, l'heure du jugement, a 2 records. Lesquels ? Record box-office. Oui. C'est exactement, c'est le meilleur démarrage, je fais juste un aparté, démarrage de film d'horreur de tous les temps. Il a dépassé ça, donc ça dépasse les Conjuring. C'est ouf, ça. C'est le meilleur démarrage de tous les temps pour un film d'horreur. Insane. Démarrage, pas cumulé. Et un deuxième point. Et le plus long peut-être ? Oui. Alors, vous avez été là. C'est une dinguerie. Mais tu le savais, non ? On l'a cité. Mais non, on l'a cité. Mais c'est pour ça que je me dis, je suis pas vif en fait. Mais allez. Mais sois vif. Mais 2 points pour le Daem qui part en tête. Mais c'est très bien. Bon, c'était impossible parce qu'on l'a dit dans l'émission. Donc, ouais, j'avoue. Voilà. Ensuite, c'est un point. Il faut. Je pense que vous pouvez deviner. C'est encore une fois, c'est pas quelque chose qu'on a cité texto dans l'émission. Mais vous pouvez tous les deux deviner. Il faut être vif, encore une fois. Ok. Mais Thomas, je suis sûr que tu seras vif sur cette question. Alors, quel réalisateur très proche depuis longtemps des Warren apparaît en tant qu'invité au mariage de Judy Warren ? James Wan. Oui. Bravo. Il n'a pas fini la question. Non, j'ai dit tu peux répondre quand tu veux. Mais c'est trop une dinguerie. Il a pas fini la question. Moi, je suis un mec ultra poli en fait. Moi, j'attendais qu'il finisse sa question. Je veux que tu sois pas poli. C'est trop une dinguerie. Il te reste 3 questions, tu peux remonter encore. James Wan, donc on rappelle James Wan qui a créé la saga, qui était là depuis le début de Conjuring. Ne soyez pas poli, voilà. Sur l'émission Radio Ciné. Même dans les commentaires, il faut être vif. Vif. Alors là, si vous l'avez, bravo. Mais vous avez vu tous les films, donc c'est possible. C'est juste la mémoire. Merci. Comment s'appelle le démon dans le premier Conjuring ? Dans le premier ?
Dans le la premier. dinguerie. Si je dis dans le deuxième, ça Non, va. non, Le deuxième, c'est trop facile. C'est Madame Sorcière. Non, Ça commence par un B. Ça commence par un B. Bon, Baba Yaga. Pas loin. Bon, c'est pas Baba Yaga. Pour de vrai, Si un nom qui s'appelle Baba Yaga, je tiens à dire, il faudrait pas qu'il change de nom. Mais Baba Yaga, c'est dans John Wick. Ah ouais? Oui, il se fait appeler Baba Yaga. Ah, je me rappelle même Et plus. c'est vraiment un démon. Ok. Ouais, mais il y a un Mais truc. mais c'est un truc Mais ça ressemble. Ça existe. Ça Baba commence par Yaga, Ba. c'est un vrai récit de base. Non? Baba Yaga. On part sur autre chose. Hein. C'est un démon. Oui, mais pas dans un film. Genre, c'est. Non, mais en gros, c'est dans le. Bref, on s'en fout. Bon, on va vous le chercher chez vous. C'est, je le dis parce que vous n'avez pas. Vas-y. C'est Bathsheba. Bon, on l'aurait pas trouvé. Bathsheba, la sorcière. Ouais, Donc, t'aurais je fais pu une lui mettre anecdote un demi-point pour Baba Yaga. Bon, quand même. grave pas. Ouais, on verra. De toute façon, c'est largement en tête. Mais... Alors, petite anecdote, mais c'est pas un quiz parce que vous l'auriez pas eu, mais pour les curieux, vraiment ceux qui veulent pousser à fond pour tout savoir sur Conjuring, sachez que l'histoire de la famille Spurl, qu'on suit dans le dernier Conjuring, a déjà été montrée au cinéma dans un téléfilm qui s'appelle La Maison Hantée en 1991. Okay. C'est cadeau, c'est pour peut-être les gens peut-être que je le regarderai. Voilà, alors apparemment il est très mauvais, mais mais voilà. Mais après, je ne l'ai pas vu, donc pas d'avis à ce niveau-là. Alors, un petit blind test, parce que ça fait très plaisir, sur 2 musiques qui sont dans les Conjuring. Quelle musique très dansante peut-on entendre lors d'un match de ping-pong dans le film? Pour ceux qui l'ont vu, ça doit être direct. Non, si je dis l'artiste, un point par l'artiste et un point pour la musique. Ça doit être Elvis Presley. Pas pendant le match de ping-pong. Mais attends, il y a un match de ping-pong dans le... Oui, il y a un match de ping-pong, ouais. Cité effectivement dans les Conjuring, mais je crois que c'est dans le 2, si je me trompe pas. Quand ça Non, mais quand il y a un match de ping-pong avant qu'il propose... oui, avec le jeune. Et il y a une musique. Il y a une musique, il arrive en mode très, très content, et là... musique et c'est un peu kitsch, mais moi j'adore. Mais j'ai adoré ce passage, vraiment. Putain, mais c'est kitsch comme j'aime. Vraiment. Parce que je sais que dans les Conjuring, Elvis Presley, il y avait un autre artiste. Je vous donne le titre de la musique, si vous trouvez, tant mieux. C'est Let's Dance. Ah ouais, putain. Attends, je l'ai vous pas l'avez pas. Mais putain, pourtant je la connais, mais je l'ai pas. C'est David Bowie. Mais Let's putain, Dance. ouais, ça m'énerve parce que je sais que pendant, j'ai regardé en fait les titres de musique et ça m'énerve parce que je me. T'avais un trou de mémoire. Et même même dans Conjuring 2, il y a beaucoup de musiques de ces années-là qui sont. Oui, et c'est très accurate. Je l'avais vérifié effectivement. C'est les musiques qui sont sorties genre 2 à 3 ans avant. Alors là, c'est à la fois musique, mais on va plus partir sur le film parce que c'est à la fois une musique et un film. C'est une question là. Oui, c'est une autre question. À quel célèbre film et musique en même temps, puisque c'est chanté, qui fait référence à des chasseurs de fantômes, peut-on entendre dans un amphithéâtre à la fin de Ghostbusters. Oui. Allez, ça c'est mon point, ça. Bien joué. J'ai même pas compris la question. Fais pas genre. Je te jure, tu peux répéter. C'est tout. Je l'ai mouché. Est-ce que vous avez pas entendu peut-être? Non, j'ai entendu, mais genre je l'ai pas compris. C'est ça. Bon, c'est dans un amphithéâtre. Bon, pour ceux qui se rappellent plus dans le film. Si, parce qu'il dit vous êtes les chasseurs de vous êtes les Ghostbusters. Et vous êtes genre les Ghostbusters. Les Ghostbusters, voilà, c'est des jeunes étudiants qui se moquent des Warren en disant c'est les Ghostbusters. Parce que Ghostbusters, le film, est sorti un peu avant, donc ils le chantent et tout. C'est intéressant parce que c'est aussi une anecdote ciné quoi, de faire référence à ça. Ouais, c'est vrai. Voilà, bon, après, c'est des citations d'autres films. On va s'arrêter là. Du coup, j'ai gagné. Oui, je pense. Non, c'est c'était pas tellement flagrant que Chloé, c'était très simple. 3 points pour. Trop bien, je suis très content. Le dernier est le plus important. Voilà. Et un point pour quand même. Ça n'est pas toujours arrivé. T'as vu Ghostbusters? Ouais. Mais quand j'étais jeune, genre. Ok. Génial. Mais tu sais, il n'y avait pas eu un nouveau qui était sorti? Si, il y en a eu 2 nouveaux même. Ouais, moi j'ai pas vu ça par contre. Enfin, écoutez, avant de conclure, j'aimerais quand même remercier toutes les personnes qui nous ont aidés pour préparer cette émission, qu'ils soient présents ou pas. Tout d'abord, Abel, qui réalise à la régie, ainsi que mes très chers chroniqueurs, Thomas. Nous avons également Guillaume, pour la première fois sur le plateau, Guillaume Volant et Teddy Lenoir. Ça me fait très plaisir de vous avoir, les gars. Ainsi que Chloé Lucas, Alexandre Moreau, qui ont fait la déco, qui ont fait les lumières, si vous regardez et que vous appréciez.
apprécié, félicitez-les. Chloé Luquette d'ailleurs qui monte aussi certains reels que vous regardez peut-être, donc n'hésitez pas à checker son travail. Nathan Paillusson, l'excellent ingé son, si le son s'est amélioré par rapport aux dernières émissions, on est très content. C'est aussi grâce à Nathan, on apprécie. Il y a des bonnettes maintenant sur les micros. Il y a des bonnettes sur les micros. Oui, également Lucie Leptal-Navarre ici présente qui fait la communication, qui fait les stories. Merci beaucoup Lucie. Et puis comme toujours on remercie Elina Ponceau de Aura Studio ainsi que Paul Battista pour respectivement les graphismes, la musique et puis bien sûr tous les membres de Radio Ciné et la MIE dans lesquelles on tourne aujourd'hui. Donc je remercie bien sûr Antoine Courret qui nous permet de tourner, qui est au labo 6 de la maison étudiante dans laquelle on enregistre. Et voilà, et encore une fois, j'insiste sur tous les membres de Radio Ciné, de l'association, puisque on approche bientôt la 30aine de membres, ça grandit petit à petit, et puis on a plein d'autres projets, voilà, pour ceux qui sont curieux, qui vont sortir très bientôt. On a très hâte, donc voilà. C'est un bilan très positif pour. Merci à toute l'équipe, merci à tout le monde. Ouais. On peut lancer à la régie, puisqu'on va bientôt conclure. Enfin, on est déjà sur la conclusion. La musique Let's Dance en fond. On va conclure une troisième fois. On conclut 150 fois. Mais non, mais vous savez, les amis, ce qui va venir, c'est que, en fait, ça devient une tradition. C'est une tradition depuis le début, d'ailleurs. À la fin de l'émission, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on recommande un film qui est sorti récemment au cinéma, un film que l'on conseille, on le fait avec joie. Le but, c'est aussi de vous donner envie d'aller au ciné, même si vous étiez mitigé sur les Conjuring ou vous n'aimez pas spécialement les films d'horreur. Il y en a qui nous regardent sans voir les films. N'hésitez pas à regarder les autres films qu'on va conseiller. Qui veut commencer sur les conseils sortis ciné ? Je peux commencer. J'ai vu un film récemment et franchement, au début, je me suis dit ça allait être un peu éclaté parce que je sentais un peu le film français un peu moyen qui a tenté un truc mais c'était pas ouf. Le Roi Soleil. Ah bon, ok. Et en vrai, je recommande parce que en vrai, c'est très simple comme histoire. Bon, le pitch, c'est dans un bar PMU du coin, il y a quelqu'un qui gagne un ticket de loto et qui gagne le million. Et en fait, qu'est-ce qui se passe quand il y a 7 personnes qui sont au courant ? Voilà, et là, en fait, il y a toute cette histoire, et en fait, elle est bien développée, ça devient what the fuck, et en fait, je suis étonné, je me dis, c'est une vraie propale, c'est une vraie proposition, et j'ai vraiment kiffé du début à la fin, et j'ai pas eu l'occasion d'être aigri, donc c'est génial. Voilà. Pour de vrai, c'était un vent. Je crois n'avoir jamais vu un film comme ça, parce qu'on dit un court métrage, mais en long métrage, parce que c'est quasiment un huis clos. C'est très sympa. Ça me fait penser à. C'est un huis clos. Ça sort un peu, mais comment ça s'appelle Reservoir Dogs. Bon, oui, pas comparer. Tarantino. Mais je veux dire dans la vibe de ça sort pas beaucoup. Enfin, on est dans un huis clos et on est sur une histoire vraiment centrale et on est vraiment que dans ça, tu vois, la tête dedans. Et franchement, ça marche bien. Ouais. Génial. Merci pour la reco. Ça me donne envie de le voir, tout simplement. Ouais, il est pas mal en vrai. Ah, tu l'as vu, Tom ? Ouais. Ok. Ta reco. En fait, c'est compliqué parce que j'ai pas vu de film au ciné là récemment. T'as le mauvais ciné. Après, si, des recos, je peux pas. Ouais, mais j'ai pas envie de le recommander, c'est pas des trucs de fou. Mais vas-y, moi je recommande. Moi je vais recommander un film qui est pas sorti au ciné. C'est quoi ? Qui est dans la même vibe que Conjuring. Oui. Parce que moi, il y a un film que dans la vibe un peu de ces films qui sont sortis d'épouvante horreur, possession, qui sont sortis dans ces années-là. Moi je recommande Sinister. Voilà. Oui, d'accord. Pour les gens qui ont pas vu ce film et qui ont aimé Conjuring et qui n'ont pas vu ce film, je vous le recommande parce que je trouve que c'est un. Oui, c'est bien, ça permet pour ceux qui aiment les films. Sinister 1, pas le 2 parce que le 2 il est pas bon. Mais le Sinister 1 il est très intéressant. Très bien, ouais. J'avais beaucoup apprécié. Ouais. Même plus, d'ailleurs, ça doit être toi qui m'as conseillé. J'ai plus quelqu'un m'avait conseillé. Mais c'est un film, je trouve, très anxiogène qui joue beaucoup sur, en gros, les pellicules Super 8. Voilà. Je vous en dis pas plus, mais voilà, je vous recommande ça. Génial. Et pour Marocco, écoutez, c'était le film dont on voulait parler à l'origine, c'était notre premier choix, et puis finalement comme il est sorti fin août, ça faisait un peu de temps, donc on a privilégié Conjuring. Moi ça va être Coach Stealing, Pris au piège. C'est le dernier film d'Aronofsky. T'as apprécié ? Ouais, j'ai kiffé en vrai. J'ai adoré. Et moi bof. Hein. Tom est plus mitigé, c'est bien. C'est vrai. Ouais. On débattra plus tard, on n'a pas le temps, mais c'est vrai que là, pour Coach Stealing, j'ai envie de dire, en fait ce qui est intéressant, c'est aussi pourquoi on veut lui donner de la force, c'est que il n'a pas eu tant d'entrées que ça. On en parlait juste avant avec les personnes présentes ici. Il n'a pas eu tant de succès que ça. Et on trouve ça dommage parce que je sais pas ce que tu en as pensé, Thomas, mais moi j'ai trouvé que c'était un film très intelligent. Je suis fan d'Aronofsky, pas tous les films. Il y a des films d'Aronofsky que j'ai détestés.
Mais il a fait aussi The Fountain, Aronofsky, qui est un de mes films préférés de tous les temps. Il a fait Requiem for a Dream, il a fait des très grands films, Black Swan. Voilà, bon, c'est pas la tasse de thé de tout le monde, mais par contre, c'est vrai que effectivement, c'est un film qui, je trouvais, était très intelligent, très bien pensé. Voilà. C'est un plaisir. En vrai, il faut le regarder, il ne faut pas s'attendre à avoir, pour moi, le plus grand chef-d'œuvre de ce réalisateur, mais il est sympa, vraiment, tu le regardes. Il vaut le coup d'aller voir. Tant qu'il est encore en salle. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bah écoutez, merci à tous d'avoir suivi ce 7e épisode de Radio Ciné consacré au film Conjuring, l'heure du jugement. On espère très sincèrement que vous dormirez tranquille après tout ça et qu'il vous aura plu. Et on vous dit à très bientôt pour le prochain épisode de Radio Ciné. Ciao!